Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Jo pour juste et honnête. 3 lettres brandies comme un étendard pour une marque qui nous rend fiers, nous les Nantais, car elle cartonne. Et il y a de quoi. Jo, c'est à la fois de belles valeurs, celle de prendre soin des femmes et de l'environnement en proposant des protections hygiéniques en coton bio, en levant les tabous autour du cycle féminin avec une bonne dose d'autodérision. Autant vous dire, une petite révolution sur le marché en 2017. Jo, c'est aussi un certain sens pratique. Ni le stress du dimanche soir à chercher une pharmacie de garde ouverte parce que vous n'avez plus de protection hygiénique dans vos placards. Grâce à leur abonnement en ligne, vous recevez directement chez vous vos produits à votre rythme. Et puis c'est aussi une histoire simple, comme on les aime, de 2 femmes, Dorothée Barthes et Colline Mazera, qui par l'intermédiaire de leur mari se rencontrent et décident autour d'un verre de s'associer. J'ai donc reçu avec beaucoup de joie, d'excitation, ce binôme de choc qui a tenu grande première dans le podcast à répondre à mes questions ensemble. Et on peut dire que j'ai été gâtée parce que j'ai rencontré des filles très sympas, bien dans leur basket, dynamiques, qui font tomber le mythe de l'entrepreneur qui se prend au sérieux. Bref, je vous souhaite bienvenue dans le monde de Jo. Hello les filles, bienvenue dans Rayonnante. Je suis ravie de vous avoir enfin dans le podcast. On a eu plein de déboires Covid toutes les 3. Donc c'est trop cool qu'on y arrive enfin. Du coup, je voulais savoir comment vous vous sentiez ce matin et vous êtes dans quel état d'esprit. Eh ben écoute, moi ça va super bien. Il fait beau, donc vraiment tout roule. Et moi j'ai eu une soirée Spritz hier, donc c'est un peu compliqué pour moi ce matin. Et voilà, donc vous attendez pas non plus à des réponses extrêmement profondes. Parce que ça changera beaucoup. On sera indulgents. Bon, du coup les filles, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter chacune. Donc moi je m'appelle Dorothée et je suis cofondatrice de Jo. Je suis née en Normandie, il y a Colline qui dort à côté. J'ai été journaliste pendant 10 ans, comédienne de One Woman Show pendant 2 ans. Puis j'ai monté Jo avec Colline, voilà. C'est un bon résumé. Ah oui, j'ai travaillé 2 ans en brousse à Madagascar aussi. Ouais. Avec ton mari, c'est ça ce que tu m'avais dit. Ouais. Vous étiez partis en mission, c'est ça? Juste après notre mariage. Et moi je m'appelle Colline et moi je suis née dans le Loir-et-Cher. Et donc j'ai grandi là et au moment de mes études je suis partie vivre à Nantes. Et comme tout le monde, je suis partie vivre à Paris pour faire mes premiers jobs. Et très vite, on est revenu vivre à Nantes parce qu'on avait adoré. Et aussi parce que c'était loin du Loir-et-Cher. Enfin, loin du Loir-et-Cher et pas très loin, mais c'était un peu plus grand. Et donc, maintenant, j'habite à Nantes depuis 10 ans, pas loin. Et avant de travailler, maintenant, c'est Jo, je travaillais en marketing digital. Les deux grosses expériences étaient dans le monde du jouet. Des jouets pour enfants. Ok. Et donc, toi, tu es revenue t'installer à Nantes pour tes études, c'est ça ce que tu nous disais? Je suis venue à Nantes pour mes études. Tu as fait quoi comme études alors à Nantes? J'étais en école de commerce à Audencia. Ah ouais? Ok. Et vraiment, j'ai adoré la ville. Ouais. C'est peut-être le moment de parler de ta passion pour le macramé. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, mais en fait, j'avais une running gag, mais c'est juste que j'avais envie de... Voilà, un de mes projets de vie à un moment était de monter un salon de thé dans lequel on pouvait faire des loisirs créatifs. Et puis après, je me suis dit, salon de thé, ça veut quand même vouloir dire être ouvert le samedi, le dimanche, parce que le but était de faire des brunchs. Mais du coup, si tu sers des brunchs, toi-même, tu ne brunches pas. Donc ce projet a assez vite été arrêté dans mon esprit. Mais on ne sait jamais, tu vois, il y a peut-être un spin-off de Jo à imaginer. Et toi, Dorothée, t'es rentrée quand alors? T'es installée à Nantes? Rentrée d'ailleurs même pas, t'es arrivée quand à Nantes? Je suis arrivée il y a 9 ans à Nantes, on va bientôt fêter nos 10 ans à Nantes, avec une grande joie. On avait passé du coup une dizaine d'années à Paris. Et en fait, comme avec mon mari, on avait tous les deux passé nos enfances en province, dans des maisons, à se crotter les pantalons le week-end et les mercredis, ça n'avait pas trop de sens d'élever nos 3 enfants à Paris. Et puis on avait bien fait le tour, même si nos carrières étaient hyper passionnantes, mais il y avait les mauvais côtés de Paris avaient pris le pas sur les bons. Et donc mon mari a trouvé du boulot à Nantes, et donc c'est avec joie que j'ai sauté dans la voiture avec les 3 gosses. Et du coup, si on revient un peu en arrière, on reprend au niveau de vos études, on se repositionne à ce moment-là de vos vies. Comment vous vous projetiez à ce moment-là? Où vous voyez évoluer? Quelle carrière vous imaginiez?
Moi, j'ai fait Sciences Po à Lyon. Je me voyais... je me suis vue à 5 ans, entre 5 ans et 12 ans, je me voyais comédienne. Après, je me suis vue journaliste. Après, diplomate. Donc, j'ai fait Sciences Po à Lyon et des stages en ambassade où je me suis bien emmerdée. Et j'ai vu que la diplomatie, c'était quand même bien être entre Français dans des ambassades. Et donc, ça correspondait pas trop à ce que je voulais. Et donc, je me suis lancée dans le journalisme au culot en rentrant, en enfonçant des portes dans les rédactions et en trafiquant un peu mon CV pour y arriver. Au-delà de ça, j'avais une vague idée que je voulais voir un peu le monde et rencontrer plein de gens, mais je savais pas... C'était pas très précis. Pendant mes études, ou même un peu avant, moi j'adorais les pubs dans les magazines. Je collectionnais les pubs Petit Bateau, notamment, qui étaient partout dans ma chambre. Et j'adorais ça. Et dans ma tête, c'était trop génial, toute la créativité des gens qui faisaient de la pub. Je ne savais pas ce que ça veut dire, mais les gens qui faisaient de la pub. Donc c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce en me disant marketing, ça pourrait bien me plaire. Le truc, c'était que j'ai fait mes études avant 2010. Et en fait, à cette époque-là, ça a été assez tradi, le marketing. C'était soit tu faisais du produit, soit tu faisais du commercial, en gros, quand tu étais en école de commerce. Donc, commercial, ça ne me tentait pas trop, mais produit, je me dis, allons-y. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études en marketing produit et c'était l'enfer, c'était horrible, je trouvais ça terrible. Et heureusement, c'est à ce moment-là que le marketing digital est arrivé. Et pareil, je me suis laissée un peu porter par la vie. Je me suis retrouvée dans une entreprise, donc chez Oxybul, qui faisait du marketing digital, qui faisait des newsletters, première fois que je voyais le digital. Et là, coup de cœur, en fait, c'était un peu un coup de bol. En vrai, c'est que j'ai pris des opportunités, des boîtes qui me tentaient, les gens avaient l'air sympas. Ok, on y va. Je trouverais bien quelque chose. C'était un CDD de remplacement congé mat. Et 4 ans plus tard, j'y étais encore. J'avais adoré. Et donc, finalement, je fais pas de pub, mais par chance, je fais un métier qui change tout le temps. Donc, c'est chouette. Et alors, aucune de vous deux ne se voyait entreprendre ou diriger une entreprise à cette époque-là, quoi? Pas du tout. Non. non. Mais alors justement, racontez-nous finalement l'origine de Joe. À quel moment vous en êtes arrivés à entreprendre toutes les deux? Et puis on reviendra aussi sur votre rencontre. En fait, c'était il y a 4 ans et demi. Enfin, c'était en 2017. Moi, j'avais quitté Paris. J'étais journaliste à France Télé. Après, j'avais fait 2 ans de comédie, un petit passage par une start-up qui s'était hyper mal passé parce que le patron était cinglé. Et du coup, je ne savais plus quoi faire trop de ma vie. J'avais arrêté mon spectacle parce que Paris-Nantes, compliqué et tout. Bref. Et donc, j'ai su qu'il y avait un start-up studio, une sorte d'incubateur qui se créait à Nantes, qui s'appelle Imagination Machine et qui était créé par un entrepreneur américain qui s'appelle Rob Spiro. Et c'est mon mari qui m'a dit, va voir. Genre, franchement, je trouvais pas de job parce que les gens ils te mettent dans des cases, les jobs. Donc, c'était juste, je rencontrais des gens, c'est ouais, tu pourrais faire des articles pour mon site internet. C'est chouette. Après avoir fait 10 ans de reportage, c'est un peu la loose. Et donc, je suis allée le voir en disant, je pourrais vous faire votre com, j'apprends que vous montez un startup studio et tout. Et en fait, en me faisant parler de mon parcours, il m'a dit, non, mais en fait, toi, tu es entrepreneur. Donc, c'est vraiment la vision anglo-saxonne du truc où finalement, tu t'es toujours démerdé par toi-même. Et en fait, tu es entrepreneur. Et est-ce que ça te dirait de monter cette start-up de tampons bio par abonnement qui, en fait, c'est un concept qui existait déjà aux États-Unis. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Parce que c'était le moment où il y avait eu toutes ces révélations dans la presse sur la composition des tampons et des serviettes qui sont faites à partir d'ingrédients dégueulasses qui sont complètement interdits dans tous les autres produits pour le corps. Bref, donc il y avait eu choc général des femmes à l'annonce de ces révélations. Et donc, au départ, je me suis dit, je lui ai dit, oui, d'accord, mais je me suis dit, mais je suis bien incapable de monter une boîte. Mais bon, je me suis dit, franchement, j'ai rien à perdre. Et j'avais besoin d'une associée. Et c'est là où mon mari m'a dit, mais la femme de David, elle cherche, David étant un de ses collègues. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis donc la femme de David. Nous passons un gros bisou à Seb et David au passage. D'accord, on vous aime. Ouais, grâce à eux. Donc en fait, moi j'étais en poste, donc en marketing digital, et je commençais à réfléchir à changer de poste parce que je m'ennuyais un peu dans mon poste à ce moment-là. J'étais dans un process de recrutement dans une autre boîte. Les gars nous disent, rencontrez-vous, on sait jamais. Et puis vraiment, moi j'ai eu Dorothée au téléphone, je revois ce call où en 3 minutes, elle me dit, ouais, on va faire des tampons sur abonnement, puis on va aider des femmes. Et vraiment, j'étais, ah ouais, mais carrément. Et après, quand je raconte ça à un mec, si, il y avait un lien, je te jure, entre les tampons, les femmes. Bon, j'étais plus trop. Et donc, on s'est rencontrés dans un café à Nantes où on a bu du vin blanc. Et on s'est dit, on a rigolé aux mêmes blagues débiles. On s'est rendu compte qu'on n'aimait pas la couleur violette. Donc,
on a mis des bases assez basses finalement. Ok, on rigole aux mêmes blagues. On n'aime pas le violet. On aime bien boire un verre à cette heure-là. Bon, bah ok, c'est bon. On peut y aller, quoi. Je crois que tout est réuni. Et en fait, c'était un pari parce qu'on se connaissait pas. Je pense que nos maris respectifs nous auraient dit non, non, n'y va pas parce qu'elle est insupportable. Mais donc non, ils nous l'ont pas dit. Donc on s'est dit que c'est bon, ça passera. Et finalement, c'était un pari qui n'était pas risqué dans le sens où quand bien même la boîte marchait pas, en fait, on revendrait cette expérience hyper facilement en disant bah ça n'a pas marché, mais on a appris ça. Et donc, on s'est vu avec Dorothée. Et 3 jours après, j'ai quitté ma boîte en abandon de poste, en mode un peu salut, à demain. Et le demain, en fait, j'ai retrouvé Dorothée dans nos nouveaux bureaux de chez Imagination Machine pour monter Jo. Parce que toi, tout de suite, ça a été immédiat pour toi. Tu t'es dit, allez, je quitte mon job, je suis Dorothée dans cette aventure. Pour persuader, quand même. Hein. Non, mais en plus, si, le concept me parlait. Et c'est juste, moi, j'avais des petits remords parce que j'étais dans ma boîte depuis 4 ans, que j'aimais vraiment bien, j'aimais mes collègues. Et comme je travaillais dans le monde du jouet, on était en septembre. Et donc, Noël, en septembre, tu es déjà en mode Noël et tu peux pas planter ta boîte en septembre. J'avais 3 mois de préavis, sauf qu'en fait, il fallait commencer la semaine d'après. Et donc, la seule solution RH, que je recommande pas forcément à tout le monde, mais c'était de faire un abandon de poste. Et donc voilà, c'était la seule solution. Je voulais déjà partir, donc... Et en termes de compétences, qu'est-ce que vous avez dit au départ ? Est-ce que vous avez réparti tout de suite les rôles ou En fait, au départ, on s'est vraiment partagé les sujets. Donc, Colline plutôt logistique parce qu'elle avait déjà connu cette problématique dans ses précédents jobs. Et moi, plutôt fabricant, même si je n'y connaissais rien. Et pour le reste, en fait, on faisait beaucoup de choses ensemble parce qu'on a une grosse sensibilité marketing et com très complémentaires toutes les deux. Et on était assez d'accord sur tout. Et chaque fois qu'il y en avait une qui avait une idée, l'autre l'enrichissait. Enfin, on allait vraiment dans le même sens, mais en s'enrichissant l'une et l'autre. Et sachant que le marketing et la com, c'était vraiment un enjeu central parce qu'on sortait des produits tampons et serviettes qui étaient 100% bio, sourcés en Europe, etc., mais qu'on pouvait retrouver déjà dans certains magasins bio. Au départ, nos produits, c'était en gros une marque blanche. Et nous, notre rôle, notre mission, c'était vraiment de mettre ces produits à disposition du plus grand nombre en proposant l'abonnement en ligne. Mais c'était pas des produits hyper différenciés. Puis entre un tampon et un tampon, honnêtement, tu n'as pas 10 000 trucs à inventer non plus. Si ce n'est que la matière première peut être super, super clean. Donc au début, c'était comme ça. Et au fur et à mesure, on s'est davantage spécialisé. De toute façon, Colline, c'est son métier, c'était le marketing digital. Et puis après, en fait, on a recruté des gens et en fait, notre métier, il change tout le temps dans la boîte. Et il y a un moment aussi, on s'est fait accompagner parce qu'on s'apercevait que notre organisation, elle n'était pas optimale. On était trop toutes les deux sur les mêmes sujets tout le temps, donc on gâchait beaucoup d'énergie au lieu de se partager les choses. Okay. Et en fait, on s'est fait accompagner par une coach qui est vraiment top et qui nous a permis de dire, toi, en fait, tes forces, c'est ça. Toi, tes forces, c'est davantage ça. Là où on se disait, on fait tout ensemble, en fait, on s'est dit, non, il y a quand même des sujets où on peut se partager et puis faire le point aussi sur moi ces sujets-là ils me saoulent et que l'autre dise moi je les aime bien et vice-versa. Mais se faire accompagner, ça a quand même été assez clé à un moment de la boîte. Ouais. Tu dirais au bout de combien de temps ? Tu te souviens ? Au bout de 2 ans, je pense. En fait, on avait fait les premiers recrutements après une première levée de fonds et on s'apercevait qu'on explosait. Un jour, on s'est retrouvés toutes les deux en train de chialer dans une salle de réunion et en mode mais putain, on n'en peut plus. On voulait monter une boulangerie. On s'est dit non mais là on plaque tout, on monte une boulangerie ensemble. Ouais, on avait besoin de simplicité. Le côté levée de fonds, le truc start-up et tout, mais on était gavés. On s'est dit, ok, on monte une boulange, on vend un pain au chocolat, comme ça, les gens, ils nous donnent de l'argent, on le met dans la caisse. C'est tout simple. Et ouais, donc on était au bout de notre vie. Et donc, et je sais plus. Ah oui, si, c'est encore mon mari, cet homme extraordinaire, qui nous a mis en relation avec une coach top qui s'appelle Véronique Lepel-Cointet. D'accord. Donc, nantaise. J'en parle parce que, nantaise. Ouais. Elle est vraiment chouette pour tous les entrepreneurs qui ont envie de faire le point. Et quelle a été du coup la conclusion ? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous répartissez les rôles toutes les deux ? Les sujets qu'on a encore en commun, et c'est les sujets au cœur de la boîte, c'est toute la stratégie de la marque et la vision. Et c'est pour ça qu'on a notre déjeuner hebdomadaire déjà, qui est en off et qui nous permet vraiment de partager tous les gros sujets. On se fait des séminaires fondatrices aussi, qui sont hyper importants pour nous retrouver, parce que finalement, l'équipe ayant grossi, là où avant on était 2 à notre bureau et qu'on parlait on pouvait échanger toute la journée, là il y a des semaines où on peut moins partager, donc on a réussi à se créer aussi nos créneaux où on n'est que toutes les deux et où on peut vraiment tout partager.
Et donc ça, c'est vraiment les éléments clés où chacune dans ses missions ou dans ses responsabilités va insuffler la vision et la stratégie auprès de différentes personnes. Et en gros, aujourd'hui, maintenant, Dorothée est responsable de la partie vraiment tous les messages et communications contenus de la marque, donc création d'un podcast, création de plein de contenus vidéo, visuels, enfin vraiment contenu vraiment global. Et qui va être, en fait, tu es en fil rouge aussi sur tous les métiers, sur je sais pas, l'équipe produit qui va lancer un nouveau produit, c'est validation message, c'est vraiment Dorothée. Moi, je peux être consultée, mais à chaque fois, je dis c'est Dorothée qui valide, quoi. Donc vraiment, validation du discours de marque. Ouais. Discours et identité de la marque. Et moi, je suis plus en lien avec les équipes pour prioriser maintenant, parce qu'on a fait le choix de recruter des personnes seniors dans leur métier qui sont vraiment trop forts dans tout leur métier. C'était initial, mais c'était évidemment qu'on va recruter des personnes bien meilleures que nous dans leur métier. Et c'est un choix qui a payé parce que non seulement on a humainement des pépites, c'est vraiment on a une équipe très très chouette, mais en plus de ça, c'est des gens qui sont autonomes et qui ont juste besoin de nous pour prioriser ou pour être quand ils ont un doute mais finalement en fait c'est une équipe qui roule aussi très bien toute seule, et donc moi je suis plus en lien avec eux pour prioriser ou réajuster, et une partie de mon job reste quand même de faire du marketing digital, une petite partie, et de la finance en fait, ce qui n'est pas mon métier. Ah mais oui. Qui finalement en fait j'étais toute seule au début sur le sujet, on n'avait personne avec nous, quelqu'un est arrivé en externe, puis après on lui dit dis donc tu voudrais pas être en CDD, dis donc tu voudrais pas être en CDI. Maintenant on a la chance d'avoir notre DAF en interne avec qui je travaille pas mal. Et attends, du coup si on reprend donc sur l'histoire, sur tous les débuts de Jo, donc on en était au moment où vous êtes rencontrés, donc Rob Spiro t'avait parlé de ce projet, vous avez dit allez ça y est on y va banco. Qu'est-ce qui s'est passé après en fait? Toi t'es revenu du coup voir Rob en disant ça y est j'ai trouvé mon associé, on se lance? Oui, donc après ce fameux verre, donc avec un coup dans le nez, j'ai appelé Rob en disant It's okay, I have the right person. Et il m'a dit OK. Et donc on est parti comme ça. Mais en fait, c'était le tout début d'Imagination Machine. Il n'y avait pas Rob, il était tout seul, avec Anne-Gaëlle qui l'assistait. Salut Anne-Gaëlle au passage. Bisous Anne-Gaëlle. Bisous. Et donc ils n'avaient pas forcément de process pour recruter et tout, donc juste j'ai dit ouais j'ai trouvé une meuf, on y va. Et lui il avait rien à perdre, et donc on s'est lancé. On a été incubés 3 mois chez eux. Maintenant c'est beaucoup plus long, leur process est complètement différent, mais en gros on est resté 3 mois chez eux où on a eu en fait déjà on nous a donné, je pense le plus gros truc c'était la confiance en nous, parce que comme on n'avait pas la conscience, donc côté féminin je pense, de pas la confiance, moi monter une boîte mais n'importe quoi, donc il y avait ce côté là, et aussi le côté attaque du marché de manière assez agressive à l'américaine. Ouais, on a une méthode de travail au départ, donc au style par exemple, avant le lancement, on fait une vidéo de pré-lancement, comme ça on récolte plein d'adresses email et tout. Il y avait toute une méthode pour acquérir déjà une bonne base cliente qui nous a permis la semaine du lancement d'avoir déjà 800 colis qui partaient. Donc voilà, toute une bonne méthodo aussi pour fonctionner entre nous. Il nous a donné un truc hyper précieux qui était faites des rétrospectives toutes les semaines de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, là où je me sens bien, là où je me sens pas bien, tel moment où je sais pas, il y a un truc entre nous, j'ai pas bien compris pourquoi tu m'as dit ça. Enfin bref, le fait d'être hyper transparent dans sa communication avec son cofondateur, ce qui était hyper important, d'autant plus qu'on ne se connaissait pas. Mais au final, c'était plus facile parce que pour nous, on se dit que c'est plus facile de monter une boîte, on se dit, avec quelqu'un qui n'est pas une copine à la base. Parce qu'en fait, tu peux tout lui dire et il n'y a pas le côté affect. Voilà. Et donc, il y a toutes ces choses-là qui nous a donné. Et puis après, on a quitté l'incubateur. On est resté en lien assez serré avec Imagination Machine la première année. Et puis après, maintenant, beaucoup moins. On squattait leur bureau quand même. Ouais, on était sur un bureau gratos, et nous, dès que c'est gratos, on y va. Et puis après, en fait, on s'est pas mal renseigné aussi pour absolument tous les sujets, que ce soit compta, avocat, etc. On a pris des prestats, mais c'était vachement en se renseignant autour de nous. Et l'avantage d'être à Nantes quand on monte une start-up, c'est que les gens sont beaucoup plus dispo. À Paris, il y a quand même une espèce de culture du fondateur de start-up, déjà, je sais pas, il y a une espèce de truc où les gens deviennent un peu des gourous, il y a une espèce de starification de tout, je sais pas. Bref, c'est pas très simple. Là où à Nantes, c'est voilà, je monte ma boîte, est-ce que tu connais qui? Pas, demande à machin, t'appelles machin, et qui te dit oui, écoute, ouais, on peut se voir pendant une demi-heure, prenons un café. Là où à Paris, tu prends un rendez-vous, le mec te donne rendez-vous 10 jours plus tard, il annule au dernier moment parce qu'il a autre chose à foutre. Et donc, il y avait cette simplicité
pour avoir des infos à Nantes qu'on a vachement apprécié. Et au-delà de tout cet accompagnement, du coup, coaching, de tous ces outils qui vous ont mis à disposition, est-ce qu'il y avait aussi un accompagnement financier ? Non, là on a tout fait toute seule. Si, pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Mais là, maintenant c'est complètement différent. Pendant 3 mois, vous êtes incubé 3 mois et vous avez 5 000 € chacune pour les 3 mois. Ouais. Donc voilà. Okay. C'est tout. Et après, démerdez-vous. Et en fait, nous, assez rapidement, on a fait pour financer la première production auprès du fabricant. On a fait une petite levée de fonds en love money, c'est-à-dire auprès d'amis et de famille. Et en leur disant, en gros, ils ont tous mis un ticket entre 1 000 et 10 000 €, vraiment sur un mail, où on leur disait « Salut, on lance ça ». Je pense que ce qui leur a donné pas mal confiance, c'était aussi le côté accompagnement par l'incubateur. Ouais. On leur disait quand même que c'était un truc qui cartonnait aux États-Unis. Et pour le reste, ils nous faisaient confiance et ils disaient « Ok, on vous donne ça », sachant qu'on ne vient pas de famille super fortunée. C'était hyper sympa de leur part quand même de faire ces petits chèques. Donc vous aviez envoyé uniquement une communication par mail ? Ouais. Ouais, on a dit voilà ce qui se passe, voilà par qui on est accompagné, voilà le projet et on a besoin de financer la première production. Vous aviez récolté combien à ce moment-là ? 78 500 €. Et vous aviez besoin de combien pour financer votre première production ? La production 40 000, mais aussi on était content d'avoir récupéré plus pour faire le site, pour plein de trucs annexes finalement. Vous deviez être trop contente à ce moment-là, non ? Ouais, encore, toujours ce même effarement de dis donc, c'est fou. Attends, j'ai encore 2 000 € là. Ah bah attends, mais c'est fou. Donc non, mais je pense en fait un peu porter aussi. C'est ça l'avantage de monter sa boîte dans un incubateur ou environnement de ce type-là, c'est qu'on était avec d'autres boîtes qui se lançaient. On était à peu près tous au même stade, mais on vivait pas les mêmes choses la même semaine, et donc c'est. Peut-être que d'autres avaient levé des fonds la semaine d'avant, donc 80 000 €, ça nous paraissait normal, alors qu'avec du recul, c'était ouf quand même. Enfin, c'était encore une fois, sur un mail, sur une communication, sur un site écrit. Donc, on se rendait peut-être pas trop compte parce qu'on était un peu embarqués dans le truc. Et heureusement qu'on se posait pas trop de questions, je pense. Donc là, on est en 2017 ? Ouais. Et donc, du coup, votre première production est financée, votre site internet est lancé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous commencez à vendre des produits, mais uniquement online, du coup, uniquement sur votre site ? En fait, donc on a été incubé 3 mois. Et c'est quand même allé très, très vite parce que donc on a commencé en début septembre et le 25 novembre, on déposait la marque, le nom de la marque, toute la marque était créée. On avait déjà réservé tous les noms de domaine et tout. Et après, finalement, la production était certes payée en janvier, mais il y avait un petit délai. Donc nos produits, on savait qu'on les avait début avril. Donc on s'est réellement lancé début avril, ce qui nous a permis d'avoir un site qui tenait vraiment bien la route, d'avoir les produits qu'il nous fallait. On s'est lancé avec 6 références de produits qui couvraient déjà peut-être 70% des besoins des femmes. On avait les serviettes, les tampons, protège-slip. Et donc, finalement, c'était déjà une bonne base. Et finalement, après, comme disait Dorothée, on avait créé une campagne en amont. Donc, on avait déjà une belle base emailing. Et on a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, vraiment payer de la pub, qu'au bout de 6 mois, parce que c'était en septembre après. Mais finalement, les premiers mois, on a réussi à faire pas mal de communication plutôt du offline. Finalement, on n'a pas fait trop de online et ça nous a permis d'avoir notre première base de clientes hyper fidèles. Et si on revient justement sur la marque, sur l'identité de marque, tu vois, tu parlais de ce concept, donc de ces produits qui existaient aux États-Unis. Vous, à ce moment-là, vous êtes dit, est-ce qu'on reprend la même identité de marque, ou est-ce que vous êtes dit, non, finalement, on a aussi envie de créer, nous, notre marque, notre style, raconter les choses un peu différemment. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là ? Honnêtement, on a pas mal regardé les marques américaines. Après, comme c'était des marques américaines, c'est ça aussi qui était assez facile, c'est que ça s'adaptait pas non plus, tout s'adaptait pas au marché français. Et finalement, ce qui a fait qu'on a réussi à trouver vraiment ce qu'on voulait dire avec la marque, c'est qu'on a rencontré plein de femmes. Notamment, on était dans un rayon de supermarché avec nos petits ballotins de chocolat en échange pour faire passer des questionnaires aux femmes qui étaient dans le rayon hygiène féminine. Et donc, on leur demandait est-ce qu'elles étaient au courant du scandale, est-ce qu'elles savaient de quoi étaient composés les produits, est-ce qu'elles étaient, en gros, connaître un peu, les faire parler. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que toutes nous disaient, c'est dégueulasse, pendant des années, on s'est foutu de notre gueule à nous faire croire que c'est des produits clean, que si c'est blanc, c'est parce que c'est du coton, alors qu'en fait, non. Celles qui étaient au courant du scandale, après, celles qui n'étaient pas au courant, au moins, elles l'apprenaient à ce moment-là, et pareil, le même choc que toutes les femmes qui ont appris le scandale. Et deuxième truc, elle disait merci du cadeau, en plus j'ai pas le choix, j'ai mes règles tous les mois, je suis obligée de revenir acheter ces produits ici. Donc finalement, les mots qui sont ressortis à chaque fois, c'est pas juste enfin j'aimerais bien avoir des produits. Et donc le côté Jo qui veut dire juste et honnête, c'est vraiment les mots des clientes qui ont été dits dans le Leclerc de Basse-Goulaine, de Nantes. Et grâce à elles, donc on a pu broder, qu'on a pu vraiment avoir
besoins vitaux, vraiment où les femmes voulaient du confort, de la santé, elles voulaient pas de marque militante, elles voulaient une marque qui les respecte. Aujourd'hui, on parle que de respect dans notre communication et c'est vraiment le cœur de tout notre fil rouge de communication. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que vous étiez seule en fait sur ce créneau. Ouais. En fait, on a été plusieurs startups à se lancer sur ce créneau-là en même temps, évidemment, comme toujours. Mais en tout cas, ce positionnement-là qui était finalement le bon, et celui qu'on ressentait nous aussi en tant que femmes. C'était vraiment la marque qu'on aurait eu envie de recevoir chez nous, c'était ça, avec ce côté vraiment prendre soin des femmes, le coton bio, le respect. Donc on a créé aussi la marque qu'on voulait. Il y a d'autres startups qui se sont lancées, mais avec un côté beaucoup plus militant, parce qu'il y avait cette espèce de mode aussi un peu trash de on parle des règles, ok, ça on est bien d'accord, mais c'était on montre du sang, on montre la vulve, etc. Or pour nous, comme pour les femmes qu'on avait interrogées, ça reste un sujet très très intime, les règles. Et donc on ne peut pas imposer aux gens de parler de leur vulve, du sang, de machin. Et du coup, on est resté là-dessus de parlons des règles. Oui, parce que ça fait partie du quotidien des femmes. Parlons des tampons et des serviettes parce que ce sont des produits de soins du quotidien et pas de l'hygiène qu'on doit planquer un peu, pas voir le sang, etc. Mais en revanche, respectons cette intimité-là. Et du coup, si on revient sur le produit, donc tu disais, Colline, dès le départ, donc vous avez pensé quelque chose de bio, de naturel, etc. Mais vous avez aussi pensé une formule sur abonnement, ce qui était assez innovant aussi à l'époque. Ouais, c'était innovant. Après, il y avait déjà pas mal de marques qui se lançaient sur l'abonnement parce que pour une entreprise, c'est bien sûr hyper sécurisant d'avoir un revenu mensuel. Mais en fait, là, ça s'y prêtait complètement puisque les règles reviennent tous les mois. Et c'était drôle parce qu'on a quand même eu notre première levée de fonds, vraie levée de fonds. On a quand même eu des remarques d'investisseurs qui disaient « Ah oui, l'abonnement, c'est à la mode ». On était là, non, mais en fait, ça revient tous les mois, Jean-Michel. Donc, en fait, c'est pas une mode. C'est juste que c'est hyper pratique de recevoir son colis régulièrement. Et oui, c'était... en fait, c'était le côté marque en ligne était hyper pratique parce que il y avait des femmes qui disaient super, j'ai pas de magasin bio à côté de chez moi, donc comment faire pour avoir des produits sains? Donc, tu t'abonnes à Jo et t'en reçois. Et ce côté abonnement, effectivement... qui permet d'avoir l'esprit complètement libre. Et si on revient donc sur l'histoire de la boîte, au bout de combien de temps vous avez embauché vos premiers salariés? Toute première salariée est arrivée au bout de à peine 1 an de commercialisation de nos produits, donc au bout d'1 an et demi. Et c'était notre responsable produit, Louise, qui est toujours dans l'entreprise. On savait que c'était les 2 gros métiers qu'il nous fallait dès le début. C'était une personne au produit et une personne côté dev, développement web. Et donc, parce que c'était notre première boutique et unique boutique, c'était notre site internet à ce moment-là. Donc Louise, qu'on a rencontrée par une mise en relation avec par quelqu'un, Louise qui a travaillé longtemps dans les protections hygiéniques et qui était à Nantes et qui cherchait un job, donc l'alignement des planètes, incroyable. Donc on a eu beaucoup de chance de croiser la route de Louise, et Louise est toujours parmi nous et a permis de diversifier nos fabricants, d'avoir plus de fabricants, de créer une vraie relation avec nos fabricants. Et le deuxième à recruter, Guillaume, qui est arrivé juste après et qui est notre CTO, responsable IT, dev chez Jo, et qui est pareil, tu me demandes pour n'importe qui de l'équipe, on a vraiment du bol, on a recruté vraiment que des pépites, des gens très très bons professionnellement et humainement très chouettes, parce que c'est l'avantage de s'appeler Jo comme Juste et Honnête, c'est que tu vois si les gens adhèrent aux valeurs ou pas. Et donc, des personnes qui en entretien te disent ok, moi je quitte un gros poste dans une grosse agence parce que je suis hyper touchée et embarquée par vos valeurs, les valeurs de Jo. Tu sais que déjà humainement, tu pars sur quelqu'un de vraiment très chouette. Donc, c'était pas fait pour ça à la base, mais en tout cas, c'est bien parce qu'on a vraiment que des gens très chouettes. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe ? Nous sommes, avec ou sans les congés maternité, nous sommes à une quinzaine. Une quinzaine, ouais. Vachement bien. Oui, vous êtes devenues des stars de la levée de fonds, les filles. Récemment, vous avez quand même levé 2 millions d'euros en mai 2020. Déjà, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu comment ça se passe, une levée de fonds. Moi, je ne connais pas cet univers-là. Je suis hyper intéressée de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Et puis, j'aimerais aussi qu'on parle de ce que ça implique pour votre marque, de là où vous voulez l'emmener. Alors, une levée de fonds, déjà, c'est une grosse tannée. Déjà, on peut le dire. En fait, on a levé des fonds. Alors, une première fois, donc avec famille et amis, parce que nous, on avait rien, donc voilà. Ensuite, on a fait une première levée, ce qu'ils appellent en seed, avec des business angels, surtout nantais.
qui est un groupement de BA qui s'appelle Bambou. Et ensuite, encore une autre levée, effectivement, en 2020, la dernière de 2 millions d'euros, avec des invests parisiens. Donc, comment ça se passe ? Il faut montrer absolument que tu as des très bons signaux de croissance et de traction, que voilà, dès que tu fais un truc, que tu as les outils, que tu les connais pour attirer des clientes. Donc ça, c'est obligé. Et de montrer que si vous me donnez de plus d'argent, regardez, ça va multiplier le nombre de clientes. C'est la base. Mais n'empêche que, à partir de là, tu peux lever des fonds. Et du coup, là, c'est pareil, on s'est fait vachement aider de l'entourage. On fait ce qu'on appelle un deck, donc une présentation de ta boîte. Ça, tu l'envoies à plein d'investisseurs. Au départ, ça s'est vachement passé par le réseau. Et c'est là où le côté incubateur et rayonnement de Rob Spiro américain, donc ça te fait marrer. Je dis non, mais... je dis mais toi t'es un peu le Bill Gates à Nantes, donc juste c'était la bonne carte d'identité quoi, donc ça me fait bien marrer, la bonne carte de visite pour approcher les investisseurs. Ça nous a un peu facilité la tâche, mais on avait surtout des super bons chiffres parce que le marché était clairement en attente et on avait fait des vidéos qui étaient hyper virales et un coût d'acquisition qui était de que dalle, et du coup on était vraiment en croissance, en énorme croissance pour ces 2 levées de fonds d'ailleurs. Après c'est une énorme tannée parce que notamment la première levée de fonds avec des business angels, nous on a commencé à aller voir des fonds parisiens parce qu'on avait par des relations à Nantes, on avait des contacts avec des fonds qui nous ont bien mis dans la gueule qu'on n'avait pas fait HEC, qu'on était provincial et que donc globalement ils y croyaient pas trop. C'est vrai qu'on n'avait pas des parcours d'entrepreneurs, moi j'étais journaliste. Enfin bon, voilà. Et puis, donc ce truc-là, t'es revenu encore. Évidemment. Et par contre, 2 ans plus tard, donc ils n'ont pas voulu investir. C'est Bambou, les BA locaux qui ont cru en nous. Pas mal sur nos personnalités, je pense. Et ils ont eu le nez assez... ils ont eu le nez fin, parce qu'aujourd'hui, ils sont très contents d'avoir investi. et voilà, mais c'est quand même une tannée, parce que c'est un processus qui est hyper long, parce qu'en fait, entre le moment où les gens disent oui, on a des premiers signaux de « Ah, c'est intéressant », et le moment vraiment où on signe et où on a l'argent, il y a 9 mois, quoi. C'est vraiment très, très long. Et il y a toujours des rebondissements, voilà... Finalement, on n'a jamais eu de problème à lever des fonds. La deuxième levée de fonds, 2 ans plus tard, c'était parce qu'on voulait recruter encore plus et accélérer. On avait aussi des super bons signaux. Par contre, là, les fonds parisiens, tout d'un coup, bonjour les filles, bienvenue. Vous voulez un petit café ? Parce qu'on avait des bons chiffres et qu'on avait vraiment pris le lead par rapport aux startups qui s'étaient lancées en même temps que nous. Donc, on n'a pas eu de problème, mais ça reste toujours une tannée parce que on est aussi face à des gens qui sont pas, en fait, tu es face à des gens, des investisseurs, donc les gens ils sont pétés de thunes. Ceux que tu vois au départ souvent n'ont jamais entrepris, donc ils savent pas ce que c'est les galères de l'entrepreneur, donc il y a pas d'empathie là-dessus. Ils ont regardé ton deck, ils connaissent ton marché depuis 10 minutes, mais ils te posent des questions complètement con, ou bien enfin pas tous, mais il y a beaucoup comme ça d'heures que tu passes à présenter un truc à des gens qui comprennent rien, qui te mettent le nez dans un truc en disant mais ils sont beaucoup plus chers vos produits, mais ils sont beaucoup plus... Oui, ils sont plus chers, enfin qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est du bio, la matière première, le coton bio c'est plus cher, mais le marché est en attente. Bah oui, mais quand même c'est plus cher. Tu passes des heures sur des questions qui n'ont aucun intérêt. Là je parle que d'une question, mais Colline elle en a eu d'autres sur les coûts d'acquisition, sur la... Et c'est quand même une bonne tannée. Et au final, on est parti avec un fonds qui s'appelle Founders Future. Et les échanges étaient plus intéressants parce que c'était un fonds d'entrepreneurs. Et donc, les mecs ne venaient pas nous emmerder sur les chiffres à fond, ou sur nos parcours. C'était juste, OK, vous avez créé ça, OK. Enfin, je sais pas. La discussion était d'un autre niveau quand même. Et donc, c'est avec eux qu'on est parti, notamment pour ces raisons-là. C'est quand même une super nouvelle, un super signal sur le marché quand les investisseurs veulent investir dans ta boîte. Donc ça, c'est sur le côté hyper positif. Ouais, non, mais c'est sur le côté... En fait, il y a un truc qui nous gêne, c'est l'espèce de décalage entre ah, les filles, vous avez fait une levée de fonds, c'est génial. En fait, on a fait une levée de fonds parce qu'on n'avait pas d'argent, nous, à investir. Donc, c'est des gens à qui tu donnes des parts de ta boîte. Oui, c'est une super nouvelle, mais derrière, tu as une bonne pression de résultats. C'est-à-dire qu'on te donne des fonds, mais c'est pour arriver à certains objectifs.
Et en fait, il y a un décalage, notamment dans la presse ou sur LinkedIn, sur telle boîte a monté, a levé 200 millions d'euros. Et tu vois les mecs dans le suite, avec le logo de leur boîte, qui posent hyper fiers. Mais t'es là, mais mec, en fait, là, t'es face à une montagne. T'es face à une montagne, t'as levé 200 millions, mais ça va être une tannée. Je t'envie pas du tout. Voilà, moi, ce que je peux dire de la levée de fonds. À toi, Colline. C'est une tannée. Non, ouais, le fun fact de la levée de fonds, c'est que, qui résume bien, je trouve, c'est que quand tu pars en levée, tu dis que tu pars en roadshow. Et donc, c'est que tu vas faire ton show pendant des mois et des mois. Ouais. Et je trouve que c'est le bon résumé de la levée de fonds, c'est que tu dois envoyer de la paillette, tu dois faire poker face, tu dois prendre les questions et te dire mais ça fait 3 fois qu'on te l'explique, José, c'est cool, c'est super, je vais te le dire. En vrai, parfois, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer par là et tu es très content quand tu as signé. Très, très, très content. Et aujourd'hui, on est déjà, en tout cas, hyper fiers du parcours qu'on a accompli. Et aujourd'hui, on est à un tournant parce que là, on va se lancer en magasin physique. Et en fait, les enseignes nous appellent depuis le début. Donc ça, c'est assez dingue déjà d'être contacté par les enseignes. Donc là, on a dit oui. Et on se lance dans un autre métier, là, qui est le retail. Et en fait, c'est un vrai sujet pour notre croissance parce que depuis le début, en fait, il y a plein de clientes qui n'achèteront pas ces produits en ligne. Nous, on a une ambition, une grosse ambition, c'est de devenir leader vraiment sur ce secteur, de faire de la place. De devenir vraiment une marque référente dans tous les produits pour l'intimité des femmes, à commencer par les produits pour les règles. Et il y a plein de femmes donc, qui n'achètent pas ces produits-là en ligne. Et donc, on sait qu'il faut qu'on aille en magasin pour réaliser cette ambition-là. Et donc là, on est à un tournant qui n'est pas très confortable pour nous, qui est d'aller en magasin, parce que c'est vraiment un autre métier, le retail. Là, on est rentré chez Carrefour Market en Ile-de-France, chez Monop, dans d'autres magasins, dans certains Leclerc autour de Nantes. Mais là, on est à un moment pas très confort, je pense, pour nous. Et on est en train de recruter dans ce sens pour aller à fond dans ce métier-là. Mais c'est vrai que là où on maîtrisait bien le métier du e-commerce, là, c'est autre chose. On arrive dans une autre phase et on a une grosse marche encore à monter. Mais déjà hyper fiers de ce qu'on a réalisé, quoi. Et du coup, si on revient sur les outils que l'incubateur Imagination Machine vous avez fournis, aujourd'hui, vous continuez de les mettre en place dans votre quotidien ? Ouais, nous en tout cas toutes les deux oui. Et aussi on invite chaudement régulièrement les équipes à bien maintenir par exemple les rétrospectives. Il y avait aussi une autre méthode qui était le stand-up meeting le matin. Tu es stand-up, tu es debout parce que comme ça tu es sûr que ça dure que quelques minutes. C'est juste en petite équipe, voilà ce que je vais faire moi cette semaine ou aujourd'hui plutôt, ce que je vais faire aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait hier. Et comme ça c'est vraiment pas un lieu de débat, donc c'est pas le lieu où tu vas expliquer ce que tu fais et rebondir sur ce que disent les autres. Par contre, c'est plutôt ah bah tiens, je te reparle après, tu fais ça aujourd'hui, cool, moi je travaille là-dessus. Et donc c'est juste un moyen d'être un peu plus au courant dans les équipes. Pour le moment, nos équipes sont assez petites, souvent c'est 2 ou 3 personnes, donc ils sont assez au courant déjà, je pense, de ce qu'ils font. Par contre, les rétrospectives, quand on n'était pas encore trop nombreux, je pense que jusqu'à 10, on le faisait toutes les 2 semaines en équipe aussi, équipe globale, ce qui était très bien. Et donc là, on tâtonne un peu pour trouver un nouveau fonctionnement. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait... C'était le moment où quelqu'un pouvait dire pourquoi ça allait super bien, pourquoi ça allait pas. Par exemple, j'en peux plus, mon bébé dort pas, je suis claquée. Excusez-moi d'avance, c'est pour ça que je suis défoncée. Ou à l'inverse, tiens, j'ai pas eu l'occasion de vous dire, mais trop bien, j'ai signé ma maison ou je sais pas quoi. Et ce qui était pas mal parce que tu partages d'autres choses, mais c'était aussi bien sûr des post-it factuels pro. C'était aussi super nouvelle, mauvaise nouvelle. Et ça, maintenant qu'on est plus nombreux, c'est moins facile à mettre en place, ou disons que c'est très long, sinon ça peut être éternel. Mais dans les équipes, on invite vraiment tout le monde à le faire encore aujourd'hui. Et est-ce que dans tout ce parcours, il y a eu un conseil qu'on vous a donné à un moment qui a été très pertinent et que vous avez envie de nous partager ? Tu le disais un peu tout à l'heure, mais le côté faites-vous confiance et entourez-vous. Je ne sais pas si on nous l'a vraiment dit, le entourez-vous, c'est nous qui nous le sommes un peu dit toutes les deux. Bon, c'est un auto-conseil qu'on s'est fait. Mais le faites-vous confiance, c'était, comme disait Dorothée, on nous met dans des cases très souvent quand on passe des entretiens, quand on parle de notre parcours. Et donc, tu fais du market, super, tu vas faire le site internet. Dorothée était journaliste, super, tu vas faire les articles. En fait, c'était faites-vous confiance et testez vos idées quand même auprès de femmes. Et c'est ce qui fait qu'après, tu as vraiment beaucoup de confiance dans ton idée. Et entourez-vous, nous, c'était nécessaire, mais... t'as un doute, tu vas chercher l'expérience de quelqu'un d'autre pour te faire ton idée. Moi, c'est vraiment confiance et entourez-vous. Moi, c'est le côté travail sur ce qui est ta force, sur ce que tu aimes, parce que ce que tu aimes faire, en fait, tu le fais bien. Et le reste, délègue. Et en fait, on est vachement conditionné par ça. Je vois ça avec mes enfants à l'école. C'est, t'es pas bon en maths, ça serait bien qu'en maths, tu travailles plus et tout. Non, il y a un moment, lâche les maths. Enfin, c'est pas ton truc, t'aimes pas ça et tu seras jamais un grand ingénieur. Donc, arrête.
Et en fait, on est vachement dans notre parcours scolaire encore en France à dire t'es pas bon là, faut que tu le travailles à fond. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est aller à fond sur ce que t'aimes et là où t'es bon. C'est pareil en entreprise ou quand t'es chef d'entreprise ou même quand t'es salarié. J'adore faire ça. Vraiment. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse un maximum parce que c'est ça qui est bon pour la boîte finalement. Si on revient sur la production de vos produits, est-ce que vous faites fabriquer aujourd'hui tous vos produits ? Alors, on fait fabriquer pour tout ce qui est tampons, serviettes, protège-slip, donc toute la gamme non réutilisable. Il n'y a pas d'usine clean en France. Nous, les usines partenaires, elles sont certifiées par le label GOTS. Donc, tout le sourcing bio, il y a toute une éthique derrière. C'est Italie, Espagne et Slovénie, donc Union européenne. Et pour tout le reste de la gamme, donc tout ce qui est gamme bien-être et culottes menstruelles, c'est Made in France. On travaille à chaque fois en partenariat avec des labos pour la gamme bien-être, par exemple la gamme douleur de règles ou hydratation intime, c'est labo français sourcé par nos responsables produits. Et on a aussi une petite partie des culottes qui est faite au Portugal. Mais voilà. Ok, et donc c'est ce label GOTS qui vous assure une production clean sur toute la ligne de produits. Ouais. C'est-à-dire que du champ de coton jusqu'à l'usine, il s'assure que la matière première est bio et qu'on ne fait pas bosser des enfants, que le droit du travail est respecté tout au long de la chaîne. Ok, il y a un côté éthique aussi. Ouais. Dès le départ, c'était hyper important pour nous que notre business ait un impact sur des femmes. Et en fait, on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est un truc qui est vraiment hyper central chez nous. Le côté juste et honnête, c'est la redistribution d'une partie de notre chiffre d'affaires à des femmes dans la précarité. Okay. Donc, on a sourcé des ONG qui ont un impact vraiment durable. Donc, on travaille avec Gynécologie Sans Frontières. On reverse 1,7% de notre chiffre d'affaires depuis le début à des associations. Et ce n'est pas les bénéfices, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment depuis le premier colis envoyé. Aujourd'hui, on en est avec Jo à plus de 120 000 € donnés à des associations. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et quand on voit, il y a des grands groupes qui donnent 1%. Pour eux, déjà, c'est énorme. Donc, 1,7% pour une petite boîte, c'est énorme. Mais en fait, ça veut dire que notre impact sur la vie de femmes, il est énorme aussi. Donc, on travaille avec Gynécologie Sans Frontières, avec des associations, avec une association à Saint-Étienne. Et on donne aussi à 3 associations en Afrique qui ont été portées par des locaux avec une action vraiment durable et avec qui on est en relation et dont on sait qu'ils aident très très concrètement des femmes et qu'elles sauvent très très concrètement des femmes grâce à l'argent de Jo. Et ça, c'est une énorme satisfaction pour nous deux et pour l'équipe et pour les clientes aussi qui savent que chaque fois qu'elles achètent chez Jo, en fait, elles agissent. Et donc ça, c'est pas labellisé, mais c'est vraiment dans l'ADN de la marque, quoi. Et vous avez pour ambition de continuer de poursuivre ça dans les années à venir, de le développer encore plus L'idée, c'est de faire grandir la marque et de savoir que plus notre business grandit, plus il y a de femmes qui seront aidées. Donc ça, c'est hyper satisfaisant, quoi. Ouais. Bon, les filles, on va terminer par quelques petites questions sur Nantes. C'est quand même un peu le sujet, la ligne éditoriale du podcast. Qu'est-ce qui vous plaît à chacune dans le fait de travailler à Nantes, à la fois dans le côté pro et puis aussi dans le côté perso, bien sûr? Côté pro, c'est Dorothée le disait tout à l'heure, mais en fait de pouvoir, il y a un gros écosystème nantais en entrepreneuriat, start-up, entreprise. Et les gens sont hyper accessibles et donc de pouvoir dire en un coup de fil, viens, on se voit cet après-midi, prendre un café avec n'importe qui. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la proximité avec tout le monde. Et perso, c'est une ville... Là, je dis ça parce qu'il y a un gros ciel bleu depuis 2 jours, mais genre, je vais dire qu'il fait tout le temps beau, c'est pas ça. Mais c'est une douceur de vie, de pouvoir tout faire à vélo. Moi, c'est vraiment le truc de pouvoir tout faire à vélo. Je passais des heures et des heures dans le métro avant à Paris. Donc là, de pouvoir tout faire en un coup de vélo, c'est un bonheur total. Et moi, c'est plutôt le fait que les gens n'existent pas parce qu'ils font, par leur métier, que je trouve hyper agréable. Et du coup, ça met pas la pression. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a réussi à développer Jo de manière hyper libre et en confiance. C'est que, ayant habité Paris, je sais pas, moi, après c'est assez personnel, je ressentais une pression en permanence de réussite, de comparaison aux autres, etc. Là, il n'y a pas ce truc-là. Nous, on n'est pas dans l'espèce de milieu start-up parisien où tout le monde se regarde les chiffres de l'autre, etc. Et donc, il n'y a pas de pression. Et je pense que c'est aussi sans cette pression-là qu'on peut faire bien les choses de manière sereine. Et moi, je trouve ça hyper agréable. Et quand tu rencontres des gens, la première question, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie et
à Paris, donc je compare avec Paris parce que c'est là où j'ai habité avant, mais quand tu rencontres des gens, il y a vachement cette évaluation de est-ce que cette personne est intéressante, quel métier elle a, et paf paf, ils te mettent dans une case. Ici, les gens n'ont rien à foutre. Tu rencontres des gens, c'est peut-être qu'à la fin du dîner qui te demanderont au fait, tu fais quoi? Et je trouve ça hyper agréable. Et ça permet aussi de pas mal séparer boulot et vie perso. Il y a une simplicité dans les rapports que tu n'avais peut-être pas à Paris. Ouais, et en même temps, il y a une... C'est pas paumé, il y a une émulation et il y a une dynamique économique qui fait que tu as quand même tous les ingrédients pour avoir des infos, pour avoir des conseils et faire grandir ta boîte, quoi. Et à titre perso, alors, qu'est-ce que vous aimez? Moi, c'est la mer, pas loin. Je ne suis bien que sur l'eau ou dans l'eau. Donc, pouvoir aller surfer, même l'hiver, j'ai acheté une combi hyper épaisse... pour pouvoir surfer même en janvier. Tu vas où surfer à côté sur mer, Saint-Gilles l'été. Ouais, c'est ça. Et puis juste voir la mer quand on en a envie, c'est le bonheur, quoi. Moi, j'ai dit tout en vélo. Moi, c'est parce que j'ai des enfants petits et donc de pouvoir tout faire sur un coup de tête. On va voir l'éléphant à peu près, je pense, 10 fois par mois. On va voir les machines 10 fois par mois. Et c'est... Ouais, d'être mobile, de pouvoir aller se balader, pareil, sur un coup de tête, personne dort, on va voir la mer en une demi-heure, c'est... Ouais, vraiment, sentiment de liberté à Nantes. Et qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette ville? Moi, c'est vraiment douceur de vie. C'est marrant, j'en parlais avec une copine hier qui me disait, il n'y a pas une personne qui est arrivée à Nantes qui m'a dit du mal de Nantes. C'est une fille qui venait de Paris et je lui demandais pourquoi Nantes. Elle me dit, en fait, tous les gens que j'ai rencontrés... tout le monde hyper emballé et personne m'a dit un truc négatif d'avoir déménagé à Nantes. Après, c'est aussi, je pense que toi pareil, mais moi je compare avec Paris, comme c'est la dernière ville dans laquelle j'ai habité avant. Je peux te dresser la liste des pour et des contre. La colonne des pour Nantes va être très 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 longue. Donc, ouais. Et pour moi, c'est une ville de l'Ouest. En fait, j'ai eu un peu l'impression de revenir aux sources, parce que comme j'ai grandi dans la Manche, ok, c'est très différent. Mais le côté, je sais pas, la douceur du climat, le petit crachin, la verdure. Non, mais vraiment, j'avais l'impression de revenir chez moi. J'avais l'impression, d'être à nouveau dans l'Ouest, à la maison. Et en plus, comme mes parents habitent Noirmoutier et que j'ai toujours été à Noirmoutier en vacances, c'est une ville que je traversais tout le temps pour aller de la Manche à Noirmoutier quand j'étais petite. Et donc, voilà, c'est un peu la boucle est bouclée. Trop bien. Et est-ce que vous avez des bonnes adresses à partager aux éditeurs de Rayonnante? Il y a l'adresse du Spritz hier, donc Maison Paganelli, resto corse, où on mange de la clapiote corse, mais à tomber. Donc ça, c'était hier soir. Moi, je teste un resto mexicain la semaine prochaine qui s'appelle La Gave et qui m'a été très bien vendu. Donc, Et moi, l'autre jour, je me suis envoyé des bouteilles. C'est la fille complètement alcoolique avec des copains dans un resto de fruits de mer et je ne connais pas son nom. Donc c'est bien, ça avance bien tout le monde. Non, c'est à côté du 14A. Et je sais plus comment ça s'appelle. Un nom très simple que j'ai complètement oublié. La Bourriche. La Bourriche, petit resto de fruits de mer avec des tables hautes. Huîtres. Ouais. Et fruits de mer tout frais, hyper sympa, même en semaine. Hop là, mon petit muscadet et ma douzaine d'huîtres, on est bien. Et pareil, alors culturellement, non, moi j'ai le cinéma Le Concorde juste à côté de chez moi, à Zola, que j'adore déjà parce que je suis fan de cinéma depuis toujours. Et donc ciné d'art et d'essai avec des films en VO et on s'enfonce dans des immenses fauteuils en sky dans lesquels on est très bien. J'adore l'ambiance de ce ciné. Ta place c'est 6,50 € et j'aime bien le fait qu'il soit complètement indépendant et que ce soit un cinéma de quartier. C'est un endroit où j'adore aller. Voilà. Bon, merci les filles en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci à toi. Un grand bravo pour tout ce parcours, pour toute cette aventure. On est trop fiers. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode avec Colline et Dorothée de la marque Jo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler au maximum autour de vous, à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Armelle Tripon, le grand skipper nantais.